Merci d'être ici ce soir. Je m'appelle JC, je travaille ici au Jeu de Paume. Je suis en charge de la programmation cinéma. J'ai eu l'honneur de recevoir Clément Chéreau, historien de photographie et conservateur, qui sera notre modérateur avec Cyril Brody. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je m'appelle CC, Clément Chéreau, et je suis vraiment ravi d'être là ce soir avec Cyril Brody pour parler de collection, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. On s'est rencontrés avec Cyril il y a presque une vingtaine d'années, et moi à cette époque-là, je travaillais au Centre Pompidou, j'étais conservateur pour la photographie, et donc je collectionnais la photographie pour une institution publique. Et Cyril, en fait, était déjà dans ce projet fou que vous allez voir ce soir. Et ça a commencé comme une discussion. Cyril m'a demandé, alors qu'est-ce que c'est que de collectionner pour l'État, finalement? Et ça a été le début d'une longue conversation sur la question de la collection, qui a évolué depuis. Moi, j'étais vraiment ravi, lorsque j'ai découvert ce film, de voir que le projet, en quinzaine d'années, s'était réorienté, avait évolué. Et vous allez le voir ce soir. On va parler avec Cyril. Et puis on reprendra la discussion, si vous voulez bien, après la projection. Mais peut-être que tu veux dire quelque chose. Moi, je vais dire juste deux choses. En fait, quand j'ai rencontré Clément, c'est pas quand on a parlé de collection. On a parlé de collection, mais on se connaissait déjà. Je l'ai rencontré parce que j'ai habité dans son appartement pendant une année où il partait en binôme, mais qui était secret. Une partie via Médicis et une partie à Princeton. Il ne fallait pas que l'un sache l'autre, je crois, à l'époque. Il y a prescription. Et moi, j'étais chargé de conserver des livres, de photos. Parce que Clément, donc, c'est un grand commissaire aujourd'hui le grand directeur de la Fondation Cartier-Bresson, il est passé par plein de lieux de photos et qui a fait des expositions, comme celle de Walker Evans, Luigi. J'en ai fait une liste, j'ai même pas sous la main. C'est pas la peine. Le troisième œil occulte, je sais pas si vous avez vu ça, c'était à la MEP il y a 20 ans, c'était magnifique avec des photos d'extoplasme, des femmes qui avaient des pulls en laine blanche qui sortaient de la bouche. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un regard. Moi, je voulais que ce soit. Enfin, c'est moi qui l'ai invité, en fait, c'est lui qui me présente, c'est moi qui l'ai choisi pour cette séance, parce qu'il a un regard d'expert, mais il a un regard extrêmement ludique. Et je pense que dans si vous avez vu l'exposition qu'il avait fait sur Cartier-Bresson aussi, au Centre Pompidou, on sentait vraiment dans l'accrochage quelque chose d'une façon d'aller chercher, pour moi, de la collection à l'intérieur de l'œuvre, en fait. Et voilà, donc je suis très content qu'on puisse parler ensemble de mon film, mais aussi de la collection. Et effectivement, quand on s'est rencontrés pour parler de mon film, je venais chercher un peu et tu m'avais dit oui, c'est super les collectionneurs et tout, mais ça serait bien que ça soit quand même un peu plus sur toi quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses sur toi. Donc voilà, vous allez voir le film. J'ai un peu suivi son conseil. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour continuer la discussion avec vous, voilà. avec le public. Et on peut juste aussi signaler que Agathe Berman et Lucie Rigaud, les deux des productrices du film, sont ici présentes. Et je les remercie. Merci JC de nous recevoir au J2P. C'est la première série de projection avec des commentateurs éclairés. Et c'est merveilleux de commencer avec vous, Clément. Alors, vous êtes le Prums, et moi, je suis un peu la dose de... à vous, parce que j'ai reçu le premier script il y a une douzaine d'années, hein, on peut dire ça. Et, mais je voulais te révéler quelque chose ce soir. C'est que je crois, en cours de récré, en première, en terminale, je tenais un peu des conférences à mes potes, en disant, tu comprends, 3 bouchons, ça ne veut rien dire, mais 10 bouchons, 15 bouchons, 20 bouchons. Donc j'avais déjà, à partir du lycée, une théorie de la persistance. Et voilà, c'est quelque chose... Vous allez voir, dans le film, il a bien persisté. Mais voilà, c'est une histoire de persistants. Donc, si vous êtes là, vous êtes des persistants. Donc, bienvenue aux persistants et amusons-nous. Et grande joie d'avoir partagé avec persistance avec Lucie Rigaud et
Pauline Tranvendieu, ce film. Voilà. Amusez-vous bien. Merci. Bien, alors, à nouveau, bonsoir. On va donc commencer cette discussion sur la collection. Et peut-être pour dépasser un peu les premières inquiétudes ou les premières questions qu'il y a sur la collection, moi je voudrais te parler de la honte. Parce que dans tout le film, on sent qu'il y a quelque chose qui est le dépassement de la honte. Dépassement de la honte qui était une façon de se poser des questions d'identité ou de se trouver soi-même. Alors je voudrais te demander qu'est-ce qu'il y a de honteux à collectionner. Pourquoi ça serait honteux de collectionner finalement? Je ne sais pas si j'ai la raison de pourquoi c'est honteux. Ce qui est sûr, c'est que le premier titre du film, donc ça c'était avant qu'on s'est... Non, c'est peut-être quand on était au café, c'était « Il n'y a pas de honte ». C'était ça le premier titre dont j'ai envoyé le texte à Agathe. Parce que je crois que la première idée du film, elle m'est venue en 2010 ou 2011. J'étais allé présenter un film précédent qui s'appelait En service à Lyon. Et j'avais dîné avec mes cousines de Lyon, dont ma cousine Annie, donc la fameuse collectionneuse qui a des collections nobles. Et elle parlait de ses collections et de ses boîtes. Et moi, je lui posais plein de questions, mais à l'époque, plus personne ne savait que je faisais ma collection à Gianni, en fait. Ouais. C'était hyper secret, et je me disais, mais c'est dingue. Tout le monde est au courant, elle en parle à tout le monde, et puis ils s'en foutent. Et ses enfants le savent, et ils lui en donnent, et sa mère, et son père, et tout le monde savait. Et moi, je me disais, comment ça se fait qu'elle n'a pas honte, alors que quand même, elle fait une collection pas très moins bien que la mienne. Et donc, il y avait quand même ce truc, tu vois, qui me titillait. Et après, je sais pas, parce que toi, tu dis le dépassement de la honte. Moi, j'ai eu l'impression que c'était plutôt regarder la honte, quoi. C'est-à-dire assumer d'une certaine manière la honte aussi. C'est-à-dire que l'archive de Cannes, vraiment, c'est comme je l'ai raconté, c'est-à-dire quand la première fois que j'ai vu enfin ce que j'avais filmé, en plus je savais que j'avais mal filmé, donc je me disais, bon, allez, si je fais des arrêts sur image, j'aurais peut-être une photo, j'aurais un peu de trucs et tout. Quand j'ai regardé le film, la première chose qui m'a saisi, c'était sur une télé, et c'était le son. J'ai entendu, je me suis dit, la honte. Et ça, c'est aussi social, c'est-à-dire que moi, je venais d'une famille... pas de prof, mais un peu genre prof. Donc mes parents, c'était pas des fans de rien. Enfin, ils aimaient bien un peu des trucs, mais c'était pas un gros moteur. Alors que ma copine Valérie, avec qui j'étais à Cannes et qu'on voit au début du film, ses parents étaient bouchés. Elle achetait tous les tubes, tous les 45 tours qu'on voulait écouter, on allait les écouter chez elle, et elle avait aucun problème. Elle arrivait à hurler directement tous les prénoms. C'était elle depuis le début, c'est elle qui criait tout, quoi. Et moi, il a fallu que ce soit Gianni qui arrive, il faut que je finisse par faire un petit Isabelle, un peu timide derrière elle. Et donc, c'est vrai que la question de la honte, elle est structurante. Je pense que peut-être qu'elle va chercher très loin sur l'homosexualité, sur assumer ce que t'es dans un endroit ou dans une famille, où peut-être le regard que tu as n'est pas exactement, ne correspond pas à ce qu'on voudrait que tu sois. Et donc maintenant, tu n'as plus honte? Maintenant, j'ai plus honte. Maintenant, j'en ai. Mais en faisant le film, en l'écrivant, il y a quelqu'un qui a été consultant sur le scénario, qui s'appelle Louise Aymon, et qui est venu. Donc j'avais déjà travaillé sur une grosse version du scénario, mais bon, je cherchais encore un petit peu le film, et on a rendez-vous au CND, au café. J'avais amené mon ordi pour lui montrer un peu des choses, et je me dis, je vais lui montrer. Je lui dis, ah, mais tu sais, je fais un tableau. Donc je prends mon ordinateur, et puis je dis, alors ça c'est la colonne des dates, puis ça c'est la colonne des revues, puis ça c'est les numéros, puis ça c'est s'il y a une couverture, et puis ça c'est le titre de l'article, le photographe, le journaliste. Et là, elle me dit, ah ouais, quand même. Et là, je sens que j'ai ma tête qui se rétracte, qui rentre dans mon cou, et en même temps, j'ai senti que le film c'était ça. Que à cet endroit, le film était à cet endroit de honte et de fierté d'être bizarre. C'est-à-dire, quand même, de se dire de ne pas être complètement comme
comme les autres, et donc d'être un peu singulier. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est un moteur de la collection, c'est-à-dire le semblable et le différent, c'est-à-dire être comme tout le monde, donc passer inaperçu, ne pas être honteux, et en même temps être singulier. Moi, je suis quatrième d'une famille, c'est peut-être aussi con que ça, hein, tu vois, c'est comment exister dans le flow des... Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que il y a un moment dans le film où tu parles de collectionner pour faire un film. Et moi, je me demande, assez souvent, je croise des artistes dont, au bout d'un moment, je comprends qu'il y a une pratique de collection qui nourrit l'œuvre. Et j'aime bien poser la question, finalement, est-ce que tu collectionnes pour faire de l'art ou est-ce que tu fais de l'art pour collectionner? C'est-à-dire dans quel sens ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est qui va nourrir? Est-ce que finalement tu collectionnes pour faire une œuvre d'art ou est-ce que l'œuvre d'art est une façon de légitimer la collection? Ah oui, je pense que de manière plus... si je compare... ça, c'est le deuxième film que je fais qui a vraiment une source personnelle et qui passe par un dispositif dans lequel je suis, que j'incarne. C'est-à-dire, le film précédent s'appelait En service. Et le point de départ de ce film-là, c'est que j'étais au RMI, que je voulais faire des films, que j'arrivais pas à les faire, et que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je suis, etc. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais très disponible et que je rendais service à mes amis et que peut-être je pouvais faire un film avec ça. Et je pense que ce soit dans ce film-là ou dans le film Les Vieilles Génies, le point de départ, c'est le constat d'une faille ou d'un problème ou d'un truc qui ne fonctionne pas complètement, qui n'est pas tout à fait légitime, qui est un peu, pour le cas de la collection, c'était quand même régressif, on est encore là, t'as pas bougé, une espèce de truc comme ça, et que finalement, ces deux films ont un petit chemin, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou si c'est une forme de rhétorique pour arriver à faire que, au final, ça soit possible. Parce qu'au fond, par exemple, des gens m'ont dit, mais et du coup tu continues ta collection, est-ce que tu as fait le film pour arrêter? Je n'ai jamais fait le film, dans mon esprit en tout cas, je ne me suis jamais dit je fais le film pour arrêter. Je me suis dit, peut-être qu'au bout j'arrêterai. Mais je ne le fais pas pour ça. Mais moi, non, je ne vais pas arrêter du tout. Et surtout, je pense que profondément, le film cherche à... Moi, je fais des documentaires pour arriver à faire que dans la réalité du film, quelque chose devienne possible, qui n'est peut-être pas possible dans la réalité. Et que ça, c'est sortir le réel de son ornière, peut-être de sa réalité, ou du fait que qu'est-ce qu'on peut s'emmerder dans la réalité si on n'a pas un regard pour la regarder autrement. Et moi, ce que je trouve merveilleux sur les tickets classés avec les intercalaires, c'est que c'est hallucinant, et en même temps, c'est pour ça que d'un coup, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette... ça nous amène plein de questions. Moi, ça me stimulait d'aller voir les autres, comment font les autres. Alors justement, tu parlais de En service. Moi, ce qui m'avait frappé dans En service, donc le film était sur rendre service, et tu intervenais dans le film dans une salopette bleue. Une combinaison bleue, un bleu de travail, d'une certaine manière. Et là, on est passé du bleu au blanc. Et je m'interroge beaucoup sur cette couleur. Est-ce qu'il y a une sorte d'acte de purification dans ce blanc nuptial que tu adoptes pour ce film? Pourquoi moi, le blanc? Je ne suis pas un réalisateur de dispositifs durables. C'est-à-dire je fais toujours... typiquement, je mets en place un cadre, ça commence à filmer, et tout de suite, je prends la caméra et je fais un pas. Et là, je saborde un peu le truc que j'ai fait. Donc, dans mon dispositif, dans mes raisons d'un dispositif ou d'une tenue, par exemple, il y a plein de raisons. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. La première, vraiment, elle est basique, c'est que je m'emmerde quand je me vois, moi, à l'écran, normal. Là, si je me filme comme ça, je sais pas, peut-être que je regarde trop l'apparence, je me sens guindé, je sens que je suis pas naturel, que je fais un peu ci, que je fais un peu ça. Dès que j'ai une tenue, et surtout une tenue pas normale, enfin pas habituelle, on va dire, au moins ça règle la question. C'est pas naturel, c'est autre chose. Et sur En service, il y avait une vraie direction, c'était d'abord que le costume questionnait la question du travail, parce que c'était un bleu de travail, mais ça permettait aussi, je me disais, je vais pouvoir faire des raccords facilement. Passer d'une situation à une autre, comme on allait me demander des trucs extrêmement différents, au moins j'aurais un lien. Sur celui-là, la première question, ça a été, d'abord j'ai pensé pendant longtemps que je ne serais pas dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où je n'apparais pas
parce que je pensais que j'y serais pas, que je serais celui qui filme et qu'on ne me verrait pas. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je sois dedans, donc là, je me suis dit, il faut que j'y rentre, alors comment j'y rentre? Et un jour, je me suis dit, il me faut une tenue. Donc là, j'ai commencé à chercher, évidemment, je me suis dit, peut-être que je lance une collection de films avec des tenues. Donc j'en avais un, j'en aurais deux, je peux en faire trois, machin. Et en fait, j'ai cherché, et puis très vite, j'ai pensé au blanc, parce que je me suis dit, le blanc, je pourrais faire plein de choses. Je voyais, tout de suite, j'ai vu que je pourrais projeter des images dessus, à un moment donné. Il y a une petite séquence comme ça. Après, je me suis dit, ah ouais, ça fera un peu archiviste, scientifique, avec la tenue pour pas abîmer les trucs, un peu comme je sais pas, les médecines légales, un peu aussi. Pas les médecines légales, les scènes de crime, des trucs comme ça. Les légistes. Les légistes. Après, je savais aussi que ça déplacerait le regard dans les situations. C'est-à-dire que moi, quand je me vois avec les deux collectionneurs d'art ou avec mon petit cousin, je trouve que c'est plus drôle aussi. Il y a un truc ludique, il y a quelque chose qui dit c'est du jeu, et en même temps ça n'empêche pas la vérité, ça n'empêche pas la sincérité, et je pense que tout ça, ça fabrique ce que je cherche aussi, c'est-à-dire sortir du réel, ne pas être entraîné ou aspiré dans quelque chose qui serait de la réalité pure. J'ai peut-être une dernière question, après on va passer à vos questions, parce que tu viens d'évoquer la question du dispositif, en disant, je ne suis pas trop dans le dispositif. Moi, je trouve pourtant qu'il y a un dispositif que tu mets assez régulièrement en place dans ce film, qui, moi, me fascine, qui est en fait comment tu ramènes ton propre corps dans le film, en fait. Parce que quand on pense collection, on pense toujours à des objets, on pense toujours à des objets inanimés. Le collectionneur, il est celui qui a tout pouvoir sur ces objets, y compris de vie et de mort sur ces objets. Donc il y a une relation très 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 forte avec l'objectification du monde à travers la collection. Et toi, tu viens remettre du corps là-dedans, à travers ton propre corps. Pour moi, il y a des scènes qui sont des scènes d'anthologie, par exemple celle où tu te réinstalles avec ta maman sur ton lit d'enfant. Il y a quelque chose très, très psychanalytique là-dedans. On pourrait là aussi ouvrir... Psychanalyse degré 1. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de psy dans ton film. Il y a cette scène aussi avec ces deux grands collectionneurs d'art conceptuel, les Jeanne Solène, que tu vas voir, et tout d'un coup tu leur demandes, est-ce que je peux aller m'asseoir entre vous? Et donc, voilà, là, pour le coup, pour moi, il y a vraiment cette idée de se réintroduire dans le cadre, et d'une manière qui vient toujours faire sortir de la parole, faire percevoir des choses extrêmement personnelles, et que personnellement, je trouve vraiment ça très, très fort. Et je pense que ça va aussi dans le sens de ce que je disais sur la tenue, c'est-à-dire que c'est aussi déranger, quelque part, ça dérange l'image. Ça la rend un peu burlesque, ça lui donne un petit côté un peu décalé. Je pense qu'il y a quelque chose de l'enfant aussi, de l'idiot ou de l'enfant, de l'innocent un peu. C'est une position qui vient... ouais, je pense que quelque part, c'est comment garder le rêve ou comment garder la magie. Si je tire le fil, je pense que par rapport à Gianni, par exemple, l'idée de sa présence quelque part dans le film est une idée qui a toujours été autour du film. J'ai toujours dit, comment je vais faire? Non, il ne faudrait pas qu'elle y soit, mais si, mais non, mais si, mais non. Et finalement, ce qui m'a amené à ce qui est cette voix, comme ça, à la fin, c'était un peu l'idée que, justement, qu'on n'abolisse jamais la distance. Et se rapprocher, même quand je pensais aux objets mécaniques, la petite poupée avec la photo, je me disais, tiens, je suis en train de la faire marcher, je la fais un peu danser, etc. Mais ça reste, à chaque fois, je redouble ce truc-là avec une autre idée, c'était, dès le début, je m'étais toujours dit, je ne filmerai que les photos papier. Il faudra qu'on sente que c'est toujours le papier qui est filmé, j'ai pas fait des scans, il y a des écrans d'ordi qui sont filmés, mais il n'y a pas de... Je voulais qu'on sente la matière concrète, organique, que j'ai touchée, qui a vécu, abîmé, mal collé, parce que des trucs que quand j'avais 12 ans, des fois je les coupais un peu mal, etc. Et qu'on sente toute cette empreinte comme ça de réel. Je ne sais plus pourquoi je dis ça, j'ai perdu mon... Par rapport aux objets, par rapport à ta présence du corps, tu rappelais l'importance de l'objet. C'est pas grave, ça va revenir. Peut-être qu'on peut prendre une question dans la salle.
moi j'ai une question, pardon, mais très prosaïque, un peu bête après votre débat, mais comment t'expliques que dans ta famille, Cyril, il y a autant de gens qui collectionnent? Déjà, il faut que je sois juste avec ma famille, parce que là, il y a un cousin qui est là. C'est qu'ils sont très nombreux. Alors, plus on est nombreux, plus la proportion peut grossir. Elle reste peut-être pas tout à fait, je sais, quand on voit le film, on se dit que c'est 100%, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui ne le sont pas complètement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui est très partagé dans cette famille, c'est garder. Stocker, voilà, avoir du volume, garder ce qu'on a. Tout le monde ils ont tous des grandes caves, des grands débarras, hein, oui. Et Juste, on peut juste faire un test. Il y a combien de collectionneurs dans la salle? ah, c'est pas petite proportion. Ah oui, c'est raisonnable ce soir. Oh, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de collectionneurs. Moi, je sais que depuis que je fais ce film, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit moi, je suis pas du tout collectionneuse. Je dis bah, quand même là, tes 4 bouteilles côte à côte sur des étagères, toutes différentes, que tu n'utilises jamais, etc. Tu les as quand même mises ensemble. T'en as pas mis une là, une ailleurs. Et en fait, il y a plein de petits. Oui, non, mais j'achète pas du tout. Ma mère m'a dit moi je suis pas du tout quelqu'un, je n'achète pas. Je dis mais en fait t'as des cailloux, t'as des cartes de sable, tu les mets tout ensemble sur la porte. Il y a des gestes en fait collectionneurs, de rassembler. Je pense que le rangement, l'organisation du monde, je pense que ça on en avait beaucoup parlé, je me souviens dans nos conversations. Toi tu m'avais dit, je me souviens que la collection de photos, c'était l'idéal de la collection. Ouais, c'est une réduction du monde, le monde est ramené à un tout petit carré. Et en plus, c'est pratique, on peut la mettre dans sa poche, on peut les ranger, on peut les garder. Tout à fait, c'est extraordinaire. La photographie, pour ça, est un objet particulièrement bien fait pour les collectionneurs. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Moi, je me demandais, en fait, vous avez vu Isabelle Adjani en vrai passer dans la rue, si vous aviez envie, si vous avez le désir de la rencontrer et de faire plus ample connaissance avec elle, ou justement vous avez envie de garder une distance. Enfin, quel est votre rapport à ça? Il y a plusieurs réponses. À l'époque où elle est passée devant moi, j'avais 22 ans, 23 ans, j'étais sidéré, je pense. J'avais hyper peur qu'elle me voie la voir, parce que je me disais c'est horrible de regarder. En même temps, j'ai bien regardé, je faisais un peu genre comme ça. Et je pense qu'à l'époque, peut-être j'aurais aimé être dans un truc un peu, je sais pas, la petite souris qui rentre dans le truc. Maintenant, c'est plus flou, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, j'aime bien, je pense qu'elle est chargée. Et il y a des gens, par exemple, qui voient le film, et je pense que sûrement parmi vous, d'autres ont pu se le dire, c'est que c'est pas du tout un film sur Adjani, c'est un film sur moi, qui passe par Adjani, finalement, qui via Adjani, raconte quelque chose. Et donc, forcément, c'est une figure, c'est quelqu'un que j'ai nourri de mes propres obsessions, de ma propre histoire, de la sienne, je me suis servi, parce que ça a résonné avec mon goût, avec mon parcours, etc. Mais du coup, je sais très bien que quelque part, c'est pas la réalité de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut penser, de ce qu'elle peut être. Et donc, je crois que pour l'instant, en tout cas, cette distance me convient assez bien. C'est-à-dire qu'elle ait donné ce son pour le film, qu'elle ait accepté de m'appeler comme moi je l'appelle au début. C'était quand même un truc d'égo énorme. Moi, je me disais, quand même, voilà, on a osé lui demander ça, mais qu'elle ait accepté de le faire et de jouer le jeu sans avoir vu le film, parce qu'elle n'a pas encore vu le film. Ça m'a plutôt plu parce que je pense qu'au fond ça raconte cette distance-là et que peut-être que ça abolira à un moment donné, peut-être que le fait qu'elle voit le film abolira la distance. C'est comme une sorte de charme, tu sais, de conte de fées où le jour où, voilà. C'est la question que probablement tout le monde se pose et que personne ne va oser te poser, donc je le fais. Est-ce qu'elle a vu le film? Est-ce qu'on sait si elle veut le voir, si elle ne veut pas le voir? Elle n'a pas vu le film à ce jour, je pense. À notre connaissance, pour répondre à votre question, elle ne parle pas directement à Cyril. Elle me parle à moi. Et moi, je raconte à Cyril. Mais elle parle à Agathe, parce que c'est Agathe qui a le téléphone de courroie, de transmission. Mais c'était à la demande, enfin, on lui a demandé si elle était d'accord pour enregistrer ce son-là. Et écoute, elle n'a pas vu le film, je pense. Elle sait qu'il existe, elle suit son parcours. Elle le reçoit, on la tient au courant, ça se passe
par plein d'intermédiaires. Enfin, c'est Agathe l'intermédiaire aujourd'hui, mais il y a eu d'autres intermédiaires qui nous ont permis à un moment donné d'avoir ce contact et la confiance, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont vu le film, qui lui en ont parlé, donc elle sait, je pense, plein de choses dessus. Je pense que. Enfin, je sais pas comment dire autrement, je crois que ce qui me plaît dans cette situation, au fond, c'est que ça maintient. Il y a quand même un truc avec la collection, c'est comment avancer sans avancer. Ouais. Enfin, c'est toujours un de plus, mais c'est toujours le même. Donc l'avantage, c'est que tu n'es jamais immobile, mais en même temps, tu n'as pas bougé. Donc c'est super, parce que c'est changer sans changer. Et ça, je pense que quelque part, d'une certaine manière, avec ce rapport-là de elle dans le film, qui n'a pas vu le film, mais qui est quand même dedans, mais qui m'appelle, mais qui m'a toujours pas vu, au fond, on ne change pas, mais on a quand même bougé. Elle a vu la bande-annonce, elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Voilà, mais parce qu'il y a eu Instagram, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une autre question parce qu'elle est très frappante dans le film. Il y a ce moment où tu as les deux collectionneurs qui te demandent est-ce que vous êtes atteint de collectionnite ou est-ce que vous êtes collectionneur, et visiblement, ça t'arrête complètement. C'est là qu'il va s'asseoir entre les deux. Ouais. C'est la limite de la posture, ouais. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as trouvé ta propre réponse? Est-ce que tu es atteint de collectionnite ou tu es collectionneur? En fait, ce qui m'a troublé ce jour-là, c'est que, au fond, c'est ce que je venais entendre. Je sais pas, j'ai quand même construit mon film. Moi-même, ayant ressenti que ma cousine, quand même, avec sa collection La Pauvre, comment elle pouvait être fière de ça, je me doutais bien que quelqu'un pourrait penser ça de moi. Donc je me suis dit, forcément, si je vais voir un collectionneur d'art ou d'objets reconnus d'une certaine manière, je vais avoir recevoir ça. Mais je ne pensais pas que ça arriverait comme ça. Et en fait, pour tout vous dire, ce qui m'a hyper perturbé, voilà, c'est vraiment particulier, ce qui m'a hyper perturbé dans sa question, c'est le isme. Et là, d'un coup, il m'est revenu un truc, mais il y a très longtemps, où j'avais entendu quelqu'un, je crois que c'était des journalistes politiques, qui parlait de la différence entre mitterrandiste et mitterrandien. Et c'est ça qui m'est venu. Et d'un coup, je me suis dit, merde, c'est quoi déjà C'est une maladie. C'est bien ou c'est pas bien? Et j'étais complètement paumé, donc je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. En plus, j'étais en train de faire mon point de caméra, de trucs, donc j'étais vraiment Et je pense que déplacé, et en même temps, c'était ça que je venais chercher. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça. Je pensais que ça arriverait d'une autre manière. Je pense que c'est vraiment le cœur du film. Je pense que c'est vraiment un moment extrêmement important parce que, en fait, pour moi, la question telle que je la comprends, telle qu'elle est posée, collectionnisme, c'est celui qui ne se pose pas de questions, en fait. Hein, celui qui est atteint d'une forme de maladie qui serait la collectionnite ou le collectionnisme, c'est celui qui accumule, qui entasse sans se poser de questions pour satisfaire pas le goût personnel. Une espèce de besoin compulsif d'accumulation. Et il l'oppose à faire collection, c'est le terme qu'il emploie, je crois, faire collection, et qui est en fait faire œuvre, en fait, faire œuvre. Et en fait, pour moi, c'est le cœur du film, parce que je pense que avant de faire le film, tu étais dans le collectionnisme, et en faisant le film, tu produis quelque chose qui te permet de penser cet acte de collection et tout ce qu'il contient. Et donc tu fais une œuvre à travers ce film qui te fait aller au-delà de l'accumulation pure et simple. Donc c'est vraiment pour moi au cœur de ce film, et ça décrit tout l'arc de travail que tu effectues à travers ce film. Ce qui était vrai qui fait que je pense que je suis dans le collectionnisme aussi, c'est que d'une certaine manière dans ma collection, on va dire, il y a un choix originel. J'ai choisi Adjani quand même, enfin encore que c'est peut-être mon père qui m'a fait choisir Adjani, mais en tout cas, bon, j'ai quand même fixé sur elle plutôt que sur quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où j'ai choisi Adjani, aujourd'hui, j'achète tout. J'ai acheté des magazines pourris, des trucs... j'ai un truc espagnol complètement accouché dehors, où il n'y a que des photos de femmes à poil, dont ils font croire que c'est Adjani. Je ne pas du tout Adjani, mais sur les côtés, il y a des vraies photos d'elle, et au milieu, il y a une fille, la chatte à l'air, comme ça, qui ne ressemble pas du tout à Adjani. Mais bon, un peu quand même, et il se dit c'est elle. Donc j'ai pu acheter des trucs quand même, bon, en même temps ça c'est presque culte, mais des trucs un peu, des trucs moches, des trucs à l'appel, où c'est le même magazine, enfin le même article, mais qui passe dans 4 éditions différentes. Donc d'une certaine manière, je n'exprime pas mon choix. Le seul choix que j'ai, c'est des fois c'est trop cher, ou quelqu'un d'autre achète. C'est ma limite. Et en même temps, je fabrique quelque chose. Et sa collection, le fait par exemple que je l'ai organisée chronologiquement dans ma chronologie, c'est-à-dire que je la colle, à partir du jour où j'ai commencé à coller, j'ai collé à la suite. C'est ma collection. Donc évidemment, Annie, ma cousine, quand elle a vu mes cahiers, elle m'a dit c'est bizarre parce qu'en même temps tu colles, donc tu détruis.
tu découpes, donc tu détruis. Pour elle, c'était détruire, alors que pour moi, c'est vraiment rassembler. Je sens maintenant que mes cahiers, ils ont une force un peu assimilatrice, c'est-à-dire qu'il y a une absorption. Et je suis un peu tiraillé parce qu'aujourd'hui, il y a des beaux magazines qui sortent, il y a des revues de mode qui font des trucs énormes avec un super rédaction, enfin voilà, des super belles photos et tout. Et de temps en temps, je me dis, je la colle ou je la garde dans le truc en entier. Alors je suis un peu tiraillé. Là en ce moment, là j'ai un truc, j'hésite, il y a un truc à 8 € que j'ai acheté quand c'est sorti, c'était 40 €, donc je l'ai gardé en intact, mais là je l'ai trouvé à 8 € sur le bon coin, je me dis, je l'achète et je le colle. Il y a un côté un peu, pas sadique, mais c'est vraiment le fait que ça rentre dans l'ensemble, parce que j'aime beaucoup moi toutes mes petites tranches de couleurs là, quand ça passe, je trouve ça un peu... D'autres questions? C'est toujours la même marque de cahier? Bah non, ça a beaucoup changé avec les époques. Maintenant, souvent, je les achète par 4-5 pour avoir une sorte de segment d'une marque ou à faire que les couleurs soient pas trop proches. Avant, des fois, c'était rouge. Maintenant, j'essaie de faire rouge, jaune, vert, bleu. C'est pas être trop dans le rythme régulier, mais un peu de... Tu collectionnes les cahiers? Maintenant, je collectionne un peu les cahiers, mais surtout plein. Alors, comme c'est une collection, mais que c'est une collection sur quelqu'un, sur Isabelle Adjani, est-ce que tu es aussi fan d'Isabelle Adjani ou tu fais une collection sans être fan? C'est pas... Être fan, c'est autre chose. Enfin... Ben, en fait, je pense que... Alors peut-être que le projet du film n'était pas tant de plus être dans la honte que de réunir toutes ces identités. C'est-à-dire que je pense que, de manière évidente, j'ai commencé comme pur fan, c'est-à-dire choc de film, crier à Cannes, attendre la séance de Camille Claudel en transe le mercredi 7 à 14h, être devant le truc, etc. Que ça a changé nécessairement parce que j'ai grandi, parce que je suis traversé par les mêmes codes, parce que j'ai une cinéphilie qui est différente, parce que j'ai un rapport avec les œuvres qui n'est peut-être pas la même qu'avant. Et ça a muté. Ça a muté dans la collection. Je pense que le fait de faire un film dessus a aussi amené une dimension particulière. C'est sûr que ce que je vis aujourd'hui, par exemple, depuis que le film est terminé, c'est un peu la sortie du film. C'est-à-dire que j'ai passé 10 ans, quand même peut-être 12, à, en tout cas, pas toujours être en train de le faire, mais toujours avec l'idée qu'il allait être fait, ou que j'ai acheté des trucs en me disant, ce sera pour le film, bonne conscience et tout. Et je pense que maintenant, je suis en train d'expérimenter qu'est-ce que ça va être l'étape d'après. Comment je vais collectionner ou comment je vais m'inventer un rapport avec cette matière de collection, de cahiers, etc., pour arriver à l'investir d'une autre manière, parce que ça pourra... Je ne peux pas revenir en arrière, par contre, je ne pourrai jamais redevenir pur fan, je ne peux jamais redevenir que collectionneur. Maintenant, je sens que je suis un collectionneur fan, hein, mais celui qui a aussi fait un film sur ça, donc il a pris la distance, mais tout en faisant un truc, une œuvre, etc., enfin, tout ce que tu disais. Donc c'est un élément supplémentaire, donc après, je sais pas, peut-être que... Maintenant, je vais devenir expert, je pense. Il y a des gens qui me posent des questions. J'ai envoyé un bout de mon tableau à un journaliste la semaine dernière, parce qu'il écrit un bouquin sur la Margot, j'ai dit, si tu veux, je t'envoie ma tranche, le général, les noms de pages, les noms d'articles, étrangers. Il y a une question ici. Cyril, donc c'est la deuxième fois que je vois le film. Et je veux dire, enfin chacun se raconte ses histoires. Ça me frappe la manière dont tu parles toujours de la collection, mais pour moi c'est un peu comme si tu noyais le poisson en fait. Pour moi quand même le cœur du film, c'est pas la collection, c'est l'Algérie. Et c'est ce lien que tu as très mystérieux avec elle, et c'est ce pays absent, et c'est quand même ton père, et cette histoire mystérieuse avec l'Algérie que le film ne raconte pas. Et c'est comme si tu noyais le contenu réel du film, qui pour moi est l'Algérie, et cette image sur laquelle tu t'arrêtes, voilà, et ce lien avec Adjani autour de la collection, pour ne surtout pas parler du contenu. Surtout pas. Si, parce que le film en parle quand même. Il en parle, mais il n'en parle pas. Enfin, c'est une manière de ne pas en parler aussi. Ouais, c'est peut-être une forme de pudeur. Voilà, pour moi, enfin voilà. Moi, c'est vrai que je me raconte, mais ça m'émeut ta pudeur aussi. Enfin, peut-être que si tu nous racontais plus cette histoire, le film serait moins... Mais tu vois, je peux peut-être répondre par une séquence en particulier. Donc dans les étapes de travail du montage du film, j'avais, quand j'ai filmé ma mère donc sur le lit, c'était une grande conversation, qui finissait par cette conversation qu'on a où elle raconte la mort du père de cet ami algérien. Et dans les versions de montage du film,
en fait, comme on était à un endroit et que de manière assez intuitive, on sentait que le film ne pouvait pas revenir en arrière, on ne pouvait pas revoir une personne qu'on avait déjà vue au même endroit 20 minutes après, sinon ça donnait l'impression qu'on sortait de la temporalité, ou alors il fallait que ça soit perçu vraiment comme un flashback, une incise, etc. Donc on s'était dit, bon bah on peut pas, c'est pas le même sujet, elle est en train de parler du coming out, on est en train de parler du coming out, on peut pas enchaîner avec le père algérien, on comprend pas pourquoi on en parle là, donc j'avais enlevé la scène. Sauf que, alors ça c'est moi, personne par rapport au film, la dernière scène de ma mère dans le film devenait ce moment silencieux où elle ne répond pas complètement à quelque chose sur cette question de l'enfance. Et en fait, moi, ça me mettait hyper mal. Je me disais, je ne peux pas la laisser là. J'avais l'impression que je disais aux gens, voilà, ma mère, elle est là, maintenant vous continuez l'histoire avec moi, et elle est là. Et vraiment, c'est tellement pas l'endroit où je suis avec elle au présent, parce que l'endroit dans lequel je suis avec elle, c'est ce qu'on voit avant, les photos, enfin ce côté très qu'on a, on interagit bien, etc. Je sentais que c'était nécessaire, je ne pouvais pas ne pas mettre ce moment de silence, mais en même temps, je ne pouvais pas la laisser là. Et donc, on a fini le montage, et j'ai passé un mois à me dire comment je peux faire pour ne pas la laisser là. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas la laisser là? Et d'un coup, j'ai repensé, en fait, à un moment donné, j'ai repensé à cette scène où elle raconte la mort du père de ses amis, et j'ai compris que je pouvais me servir de cette scène pour aller vers ma collectionneuse d'Algérie, au montage, en passant par un biais que mon monteur au début m'a dit « Oh, on n'a jamais fait ça dans le montage », de faire du off, de jongler avec sa voix, et ma voix, quand je raconte, je dis mes parents devaient retourner en Algérie, mon père n'a pas pu, ma mère m'a dit que, et on entend ma mère qui dit à ce moment-là ce que je suis en train de dire qu'elle dit. Donc il y a une espèce de circulation comme ça entre nos deux voix, entre un in et un off, avec des photos. Et quand j'ai appelé mon monteur, je dis écoute, en fait, je crois que j'ai une idée. Je pense qu'on peut ramener cette question de... Donc les productrices n'étaient pas très contentes parce que j'avais déjà fait rajouter 2 semaines de montage quelques temps avant. Donc là, j'ai dit je prendrai en charge le monteur et vous prenez en charge la salle. Et ils m'ont dit oui, on a fait. On a monté la séquence tous les deux. Au début, il n'était pas hyper partant. Enfin, il n'était pas hyper... C'est pas qu'il n'était pas partant. Je sentais qu'il... Des fois, il faut un peu réveiller les gens. Ils ne croyaient pas complètement. Je dis si on y va, on essaye vraiment. Si ça ne marche pas, on ne le mettra pas. Mais si ça marche, on le met. On a monté le truc. On s'est retrouvés le lendemain. À mon ami m'a dit je crois que ça marche. Là, on était comme 2 cons, 15 août, personne dans la boîte. On a appelé Lucie qui était au fin fond de je sais plus quel territoire et qui ne captait pas, a réussi à lui envoyer un petit export. Et puis elle a dit un truc qui était le truc qui nous a fait valider ça, c'est qu'elle m'a dit c'est super parce que c'est la première fois qu'on entend ta mère parler de l'Algérie dans le film. Alors que jusque-là, c'est toi qui parles de tes parents et de l'Algérie. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, c'est super, on a ce truc-là et on va aller vers Linda. Pas de la même manière. On y allait d'une autre façon, on y allait un peu parce que je cherchais des photos de mon père, de l'école de mon père, et puis je suis allé là. Mais là, ça a incarné, et d'une certaine manière, pour moi, c'était faire rentrer l'Algérie dans le film. Et c'est vrai que mon rapport à Adjani, il est probablement imprégné par l'Algérie, mais j'en suis arrivé à me dire ça aussi. Moi, avec le temps, j'ai pas compris, enfin, je l'ai pas toujours senti, je n'ai pas toujours compris. Moi, c'est ce que je dis. Mais oui, mais tu as raison, parce qu'en fait, le film, il a mis 12 ans à se faire. Honnêtement, j'aurais fait le film comme j'aurais espéré le faire à l'époque, en 2019. Il ne raconterait pas les choses de la même manière. Il se trouve qu'en 2022, je me suis repris la mort de mon père en pleine poire. Et que, en fait, en étant retraversé par, en fait, pour la première fois vraiment par le manque de mon père, que je n'avais jamais ressenti. Voilà, 20 ans. En fait, en retrouvant ce manque-là, je pense que ça m'a ramené, ça a fait que l'Algérie, que mon père a pris plus de place dans le film, parce que lui il devait y être, mais ça ne devait pas être aussi central, que cette place de mon père a fait aussi rentrer la question de l'Algérie dans le film, et que mon monteur était aussi très attaché à ça. C'est qu'en fait, une des premières choses qu'on a fait quand on a commencé à travailler ensemble au dérochage, il m'a dit alors attends, ta mère elle s'appelle comment? Alors, j'ai Marie-Rose, ton père, alors, et ton oncle, ta tante, il m'a fait tout mon arbre généalogique sur le carnet, et j'ai senti qu'en fait, lui, il engrangeait en fait toute cette matière familiale qui, moi, me semblait importante, mais un peu périphérique. J'étais pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui puisse se transmettre, en fait. Puis après, on retrouvait les images dans les vieilles H8, d'un coup, on me disait, mais attends, c'est qui là? Ça c'est moi, c'est mon père à côté. Ah, mais attends, ça peut être super en plus. Et j'avais pas perçu en fait que je pourrais vraiment l'utiliser. J'étais content en même temps que mes images que j'avais filmées comme ça dans ma chambre avec mes posters en 92 deviennent du cinéma.
Alors on arrive presque à la fin de cette séance. Je crois qu'il y a le temps pour une dernière question. Vous aviez levé le doigt. Non, c'était pas une question, c'était un rebond Ouais. sur la dernière intervention et une précédente, sur le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui collectionnent dans ta famille, et d'en arriver à parler aussi de la question des origines. Mais j'ai un peu l'impression qu'entre les collectionneurs conscients ou inconscients, il y a souvent des histoires de déracinement en fait derrière. Et De manque. De manque. Ou Ouais. d'héritage d'un Ouais. déracinement qui nous a précédés, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent quand même un petit peu ça derrière les profils de collectionneurs modérés ou... Je pense qu'il y a un manque, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais finalement c'est un peu ton ami imaginaire, Jenny. Et je pense que c'est pas enfin, je pense que c'est vrai. Il y a un truc qui était très important pour moi, par exemple, c'était cette question du regard. Que j'ai essayé, enfin, il a fallu, au début du travail avec Gabriel, c'était pas trop en jeu, je pense, à l'époque, mais avec Mario, le monteur avec lequel on a monté vraiment la plus grande partie du film, il a fallu un jour que je lui dise, attends, il y a deux choses qu'il faut que tu comprennes avec Jenny, c'est que chaque photo est une photo différente. Or, pour lui, au début, c'était un peu toutes les mêmes. Et d'ailleurs, les collectionneurs de Marseille, elle tourne les pages, à un moment donné, elle me regarde, elle tourne les pages, donc en fait c'était une photo, comme si c'était tout le temps la même. Alors pour moi, c'est pas tout le temps la même, déjà. Et la deuxième chose, c'est que de lui dire, t'as vu, là, elle te regarde, tu vois comment elle te regarde. Toi, je lui dis, t'as bien vu là, elle nous regarde. Ah bon, elle nous regarde. Je dis, si. Et pour moi, cette histoire, cette idée du regard de la photo, du poster, et ça, c'était très présent. Moi, dans ma chambre, alors il n'y avait pas que Ajani, mais il y avait, je pense, énormément de photos, de posters de gens qui, au fond, me regarder, et elle principalement, et je me suis toujours senti regarder, et ça c'est une certitude, c'est que je pense que profondément, j'ai mis du temps à le voir, en fait, c'est quand j'ai commencé à filmer ma collection que je me suis rendu compte de ça. Il a fallu que je la filme pour me rendre compte que cette photo il y avait une différence, que c'était pas toutes les mêmes photos, et que certaines photos où il y avait le regard étaient vraiment quelque chose d'un échange, quoi, d'un partage. Alors c'est là où d'un coup, si après je pars sur l'idée de la personne réelle, une fois que j'ai projeté autant, ça devient compliqué de voir la vraie personne. Mais pour moi, c'était vraiment un truc super, super important, et je pense que ça vient combler le manque de enfin, voilà, probablement que le regard d'Adjani est venu apporter quelque chose d'une légitimité, d'un ailleurs aussi. Alors c'est une bonne manière de terminer. Je dirais peut-être comme phrase de fin que ça nous regarde, qu'on se sent tous un petit peu concernés quand on regarde ce film, peut-être si on ne collectionne pas. Donc je voudrais te remercier pour ce film magnifique qui dit tellement de qui tu es, de certaines habitudes. Pour moi, ça dit qu'il faut continuer à collectionner, qu'il faut ne plus avoir honte et peut-être surtout d'essayer de transformer tout ça en œuvre, c'est-à-dire en langage, en pas vers les autres. Donc voilà, merci pour avoir fait tout ça et merci de votre présence. Merci.